De l'homme, par Claude-Adrien Helvétius, section 1, chapitre 5. De l'éducation des collèges. On veut que les enfants aient reçu les mêmes instructions lorsqu'ils ont été élevés dans les mêmes collèges. Mais à quel âge y entrent-ils? À 7 ou 8 ans. Or, à cet âge, ils ont déjà chargé leur mémoire d'idées qui, dues en partie au hasard, en partie acquises dans la maison paternelle, sont dépendantes de l'état, du caractère, de la fortune et des richesses de leurs parents. Faut-il donc s'étonner si les enfants entrés au collège avec des idées souvent si différentes montrent plus ou moins d'ardeur pour l'étude, plus ou moins de goût pour certains genres de sciences, et si leurs idées déjà acquises, se mêlant à celles qu'on leur donne en commun dans les écoles, les changent et les altèrent considérablement? Des idées ainsi altérées, se combinant de nouveau entre elles, doivent souvent donner des produits inattendus. De là cette inégalité des esprits et cette diversité de goûts observée dans les élèves du même collège. En est-il ainsi de l'éducation domestique? Chapitre 6. De l'éducation domestique. Cette sorte d'éducation est sans doute la plus uniforme. Deux frères élevés chez leurs parents ont le même précepteur, ont à peu près les mêmes objets sous les yeux. Ils lisent les mêmes livres. La différence de l'âge est la seule qui paroisse devoir en mettre dans leurs instructions. Veut-on la rendre nulle? Suppose-t-on à cet effet deux frères jumeaux? Soit, mais auront-ils eu la même nourrice? Qu'importe, il importe beaucoup. Comment douter de l'influence du caractère de la nourrice sur celui du nourrisson? On n'en doutait pas du moins en Grèce, et l'on en est assuré par le cas qu'on y faisait des nourrices lacédémoniennes. En effet, dit Plutarque, si le Spartiate, encore à la mamelle, ne crie point, s'il est inaccessible à la crainte et déjà patient dans la douleur, c'est sa nourrice qui le rend tel. Or, en France, où j'habite, comme en Grèce, le choix d'une nourrice ne peut donc être indifférent. Mais je veux que la même nourrice ait allaité ses jumeaux et les ait élevés avec le même soin. S'imagine-t-on que remis par elle à leurs parents, les pères et mères aient pour ces deux enfants précisément le même degré de tendresse, et que la préférence donnée, sans s'en apercevoir, à l'un des deux, n'ait nulle influence sur son éducation? Veut-on encore que le père et la mère les chérissent également? En sera-t-il de même des domestiques? Le précepteur n'aura-t-il pas un bien-aimé? L'amitié qu'il témoignera à l'un des deux enfants sera-t-elle longtemps ignorée de l'autre? L'humeur ou la patience du maître, la douceur ou la sévérité de ses leçons ne produiront-elles pas sur eux aucun effet? Ces deux jumeaux enfin jouiront-ils tous deux de la même santé? Dans la carrière des arts et des sciences, que tous deux parcouraient d'abord d'un pas égal, si le premier est arrêté par quelque maladie, s'il laisse prendre au second trop d'avance sur lui, l'étude lui devient odieuse. Un enfant perd-il l'espoir de se distinguer? Est-il forcé dans un genre de reconnaître un certain nombre de supérieurs? Il devient dans ce même genre incapable de travail et d'une application vive. La crainte même du châtiment est alors impuissante. Cette crainte fait contracter à un enfant l'habitude de l'attention, lui fait apprendre à lire, lui fait exécuter tout ce qu'on lui commande, mais elle ne lui inspire pas cette ardeur studieuse, seul garant des grands succès. C'est l'émulation qui produit les génies, et c'est le désir de s'illustrer qui crée les talents. C'est du moment où l'amour de la gloire se fait sentir à l'homme et se développe en lui, qu'on peut dater les progrès de son esprit. Je l'ai toujours pensé, la science de l'éducation n'est peut-être que la science des moyens d'exciter l'émulation. Un seul mot l'éteint ou l'allume. L'éloge donné au soin avec lequel un enfant examine un objet et au compte exact qu'il en rend a quelquefois suffi pour le douer de cette espèce d'attention à laquelle il a dû, dans la suite, la supériorité de son esprit. L'éducation reçue, ou dans les collèges ou dans la maison paternelle, n'est donc jamais la même pour deux individus. Passons de l'éducation de l'enfance à celle de l'adolescence. Qu'on ne regarde pas cet examen comme superflu. Cette seconde éducation est la plus importante. L'homme, alors, a d'autres instituteurs qu'il est utile de faire connaître. D'ailleurs, c'est dans l'adolescence que se décident nos goûts et nos talents. Cette seconde éducation, la moins uniforme et la plus abandonnée au hasard, est en même temps la plus propre à confirmer la vérité de mon opinion. Chapitre 7. De l'éducation de l'adolescence. C'est au sortir du collège, c'est à notre entrée dans le monde que commence l'éducation de l'adolescence.
Elle est plus variée que celle de l'enfance, mais plus dépendante du hasard et sans doute plus importante. L'homme, alors, est assiégé par un plus grand nombre de sensations. Tout ce qui l'environne le frappe, et le frappe vivement. C'est dans l'âge où certaines passions s'éveillent que tous les objets de la nature agissent et pèsent le plus fortement sur lui. C'est alors qu'il reçoit l'instruction la plus efficace, que ses goûts et son caractère se fixent, et qu'enfin, plus libre et plus lui-même, les passions allumées dans son cœur déterminent ses habitudes et souvent toute la conduite de sa vie. Dans les enfants, la différence de l'esprit et du caractère n'est pas toujours extrêmement sensible. Occupés du même genre d'études, soumis à la même règle, à la même discipline, et d'ailleurs sans passion, leur extérieur est assez le même. Le germe dont le développement doit mettre un jour tant de différences dans leur goût, ou n'est point encore formé, ou est encore imperceptible. Je compare deux enfants à deux hommes assis sur un même tertre, mais dans une direction différente. Qu'ils se lèvent et suivent en marchant la direction dans laquelle ils se trouvent. Ils s'éloigneront insensiblement et se perdront bientôt de vue, à moins qu'en changeant de nouveau leur direction, quelque accident ne les rapproche. La ressemblance des enfants est dans les collèges l'effet de la contrainte. En sortent-ils, la contrainte cesse. Alors commence, comme je l'ai dit, la seconde éducation de l'homme, éducation d'autant plus soumise au hasard qu'en entrant dans le monde, l'adolescent se trouve au milieu d'un plus grand nombre d'objets. Or, plus les objets environnants sont multipliés et variés, moins le père ou le maître peut s'assurer du résultat de leur impression. Moins l'un et l'autre ont de part à l'éducation d'un jeune homme. Les nouveaux et principaux instituteurs de l'adolescent sont la forme du gouvernement sous laquelle il vit et les mœurs que cette forme de gouvernement donne à une nation. Maîtres et disciples, tout est soumis à ces instituteurs. Ce sont les principaux. Cependant, ce ne sont pas les seuls de la jeunesse. Au nombre de ces instituteurs, je compte encore le rang qu'un jeune homme occupe dans le monde, son état d'indigence ou de richesse, les sociétés dans lesquelles il se lie, enfin ses amis, ses lectures et ses maîtresses. Or, c'est du hasard qu'il tient son état d'opulence ou de pauvreté. Le hasard préside au choix de ses sociétés, de ses amis, de ses lectures et de ses maîtresses. Il nomme donc la plupart de ses instituteurs. De plus, c'est le hasard qui, le plaçant dans telle ou telle position, allume, éteint ou modifie ses goûts et ses passions, et qui, par conséquent, a la plus grande part à la formation même de son caractère. Le caractère est dans l'homme l'effet immédiat de ses passions, et ses passions souvent l'effet immédiat des situations où il se trouve. Les caractères les plus tranchés sont quelquefois le produit d'une infinité de petits accidents. C'est d'une infinité de fils de chanvre que se composent les plus gros câbles. Il n'est point de changement que le hasard ne puisse occasionner dans le caractère d'un homme. Mais pourquoi ces changements s'opèrent-ils presque toujours à son insu? C'est que, pour les apercevoir, il faudrait qu'il portât sur lui-même l'œil le plus sévère et le plus observateur. Or, le plaisir, la frivolité, l'ambition, la pauvreté, etc., le détournent également de cette observation. Tout le distrait de lui-même. On a d'ailleurs tant de respect pour soi, tant de vénération pour sa conduite, on la regarde comme le produit de réflexions si sages et si profondes, qu'on s'en permet rarement l'examen. L'orgueil s'y refuse, et l'on obéit à l'orgueil. Le hasard a donc sur notre éducation une influence nécessaire et considérable. Les événements de notre vie sont souvent le produit des plus petits hasards. Je sais que cet aveu répugne à notre vanité. Elle suppose toujours de grandes causes à des effets qu'elle regarde comme grands. C'est pour détruire les illusions de l'orgueil qu'empruntant le secours des faits, je prouverai que c'est aux plus petits accidents que les citoyens les plus illustres ont été quelquefois redevables de leur talent. D'où je conclurai que le hasard agissant de la même manière sur tous les hommes, si ses effets sur les petits ordinaires sont moins remarqués, c'est uniquement parce que ces sortes d'esprits sont moins remarquables. Chapitre 8. Des hasards auxquels nous devons souvent les hommes illustres. Pour premier exemple, je citerai M. de Vaucanson. Sa dévote mère avait un directeur. Il habitait à une cellule à laquelle la salle de l'horloge servait d'antichambre. La mère rendait de fréquentes visites à ce directeur. Son fils l'accompagnait
jusque dans l'antichambre. C'est là que, seul et désœuvré, il pleurait d'ennui, tandis que sa mère pleurait de repentir. Cependant, comme on pleure et qu'on s'ennuie toujours le moins qu'on peut, comme dans l'état de désœuvrement, il n'est point de sensation indifférente, le jeune de Vaucanson, bientôt frappé du mouvement toujours égal d'un balancier, veut en connaître la cause. Sa curiosité s'éveille. Pour la satisfaire, il s'approche des planches où l'horloge est renfermée. Il voit à travers les fentes l'engrainement des roues, découvre une partie de ce mécanisme, devine le reste, projette une pareille machine, l'exécute avec un couteau et du bois, et parvient enfin à faire une horloge plus ou moins parfaite. Encouragé par ce premier succès, son goût pour les mécaniques se décide, ses talents se développent, et le même génie qui lui avait fait exécuter une horloge en bois lui laisse entrevoir dans la perspective la possibilité du flûteur automate. Un hasard de la même espèce alluma le génie de Milton. Cromwell meurt, son fils lui succède, il est chassé de l'Angleterre. Milton partage son infortune, perd la place de secrétaire du protecteur, il est emprisonné, puis relâché, puis forcé de s'exiler. Il se retire enfin à la campagne, et là, dans le loisir de la retraite et de la disgrâce, il compose le poème qui, projeté dans sa jeunesse, l'a placé au rang des plus grands hommes. Si Shakespeare eût, comme son père, toujours été marchand de laine, si sa mauvaise conduite ne l'eût forcé de quitter son commerce et sa province, s'il ne se fût point associé à des libertins, n'eût point volé de daim dans le parc d'un lord, n'eût point été poursuivi pour ce vol, n'eût point été réduit à se sauver à Londres, à s'engager dans une troupe de comédiens, et qu'enfin, ennuyé d'être un acteur médiocre, il ne se fût pas fait auteur, le sensé Shakespeare n'eût jamais été le célèbre Shakespeare, et quelque habilité qu'il eût portée dans son commerce de laine, son nom n'eût point illustré l'Angleterre. C'est un hasard à peu près semblable qui décida le goût de Molière pour le théâtre. Son grand-père aimait la comédie, il l'y menait souvent. Le jeune homme vivait dans la dissipation. Le père, s'en apercevant, demande en colère si l'on veut faire de son fils un comédien. « Plus à Dieu, répond le grand-père, qu'il fût aussi bon acteur que Montrose. » Ce mot frappe le jeune Molière. Il prend en dégoût son métier, et la France doit son plus grand comique au hasard de cette réponse. Molière, tapissier habile, n'eût jamais été cité parmi les grands hommes de sa nation. Corneille aime. Il fait des vers pour sa maîtresse, devient poète, compose Mélite, puis Cinna, Rodogune, etc. Il est l'honneur de son pays, un objet d'émulation pour la postérité. Corneille sage fut resté avocat, il eût composé des factums oubliés comme les causes qu'il eût défendues. Et c'est ainsi que la dévotion d'une mère, la mort de Cromwell et un vol de daim, l'exclamation d'un vieillard et la beauté d'une femme ont, en des genres différents, donné 5 hommes illustres à l'Europe. Je ne finirais pas si je voulais donner la liste de tous les écrivains célèbres par leurs talents et redevables de ces talents à de semblables hasards. Plusieurs philosophes adoptent sur ce point mon opinion. Monsieur Bonnet, comme moi, compare le génie au ver ardent, qui ne brûle communément que dans un point. Le génie, selon nous, ne peut être que le produit d'une attention forte et concentrée dans un art ou une science. Mais à quoi rapporter cette attention ? Au goût vif qu'on se sent pour cet art ou cette science. Or, ce goût n'est pas un pur don de la nature. Naît-on sans idée, on est aussi sans goût. On peut donc les regarder comme des acquisitions dues aux positions où l'on se trouve. Le génie est donc le produit éloigné d'événements ou de hasards à peu près pareils à ceux que j'ai cités. Monsieur Rousseau n'est pas de cet avis. Lui-même, cependant, est un exemple du pouvoir du hasard. En entrant dans le monde, la fortune l'attache à la suite d'un ambassadeur. Une tracasserie avec ce ministre lui fait abandonner la carrière politique et suivre celle des arts et des sciences. Il a le choix entre l'éloquence et la musique. Également propre à réussir dans ces deux arts, son goût est quelque temps incertain. Un enchaînement particulier de circonstances lui fait enfin préférer l'éloquence. Un enchaînement d'une autre espèce eût pu en faire un musicien. Qui sait si les faveurs d'une belle cantatrice n'eussent pas produit en lui cet effet ? Nul ne peut du moins assurer que du Platon de la France, l'amour alors n'en eût pas fait l'orphée. Mais quel accident particulier fit entrer M. Rousseau
dans la carrière de l'éloquence? C'est son secret, je l'ignore. Tout ce que je puis dire, c'est qu'en ce genre, son premier succès suffisait pour fixer son choix. L'Académie de Dijon avait proposé un prix d'éloquence. Le sujet était bizarre. Il s'agissait de savoir si les sciences étaient plus nuisibles qu'utiles à la société. La seule manière piquante de traiter cette question, c'était de prendre parti contre les sciences. Monsieur Rousseau le sentit. Il fit sur ce plan un discours éloquent qui méritait de grandes éloges et qui les obtint. Ce succès fit époque dans sa vie. De là sa gloire, ses infortunes et ses paradoxes. Frappé des beautés de son propre discours, les maximes de l'orateur deviennent bientôt celles du philosophe, et de ce moment, livré à l'amour du paradoxe, rien ne lui coûte. Faut-il, pour défendre son opinion, soutenir que l'homme absolument brut, l'homme sans art, sans industrie, est inférieur à tout sauvage connu, et cependant est plus vertueux et plus heureux que le citoyen policé de Londres et d'Amsterdam? Il le soutient. Dupe de sa propre éloquence, content du titre d'orateur, il renonce à celui de philosophe, et ses erreurs deviennent les conséquences de son premier succès. De moindres causes ont souvent produit de plus grands effets. Aigri ensuite par la contradiction, ou peut-être trop amoureux de la singularité, M. Rousseau quitte Paris et ses amis. Il se retrouve à Montmorency. Il y compose, y publie son Émile, y est poursuivi par l'envie, l'ignorance et l'hypocrisie. Estimé de toute l'Europe pour son éloquence, il est persécuté en France. On lui applique ce passage. Cruciatur ubi est, laudatur ubi non est. Torturé là où il est, loué là où il n'est pas. Obligé enfin de se retirer en Suisse, de plus en plus irrité contre la persécution, il écrit la fameuse lettre adressée à l'archevêque de Paris, et c'est ainsi que toutes les idées d'un homme, toute sa gloire et ses infortunes, se trouvent souvent enchaînées par le pouvoir invisible d'un premier événement. Monsieur Rousseau, ainsi qu'une infinité d'hommes illustres, peut donc être regardé comme un des chefs-d'œuvre du hasard. Qu'on ne me reproche point de m'être arrêté à considérer les causes auxquelles les grands hommes ont été si souvent redevables de leur talent. Mon sujet m'y forçait. Je ne me suis point appesanti sur les détails. Je savais qu'amoureux des grands talents, peu importe au public les petites causes qui les produisent. Je vois avec plaisir un fleuve rouler majestueusement ses flots à travers la plaine, mais c'est avec effort que mon imagination remonte jusqu'à ses sources, pour y rassembler le volume des eaux nécessaires à son cours. C'est en masse que les objets se présentent à nous. C'est avec peine qu'on se prête à leur décomposition. Je me persuade difficilement que la comète qui traverse impétueusement notre univers et le menace de ruine ne soit qu'un composé plus ou moins grand d'atomes invisibles. En morale comme en physique, le grand seul nous frappe. On suppose toujours de grandes causes à de grands effets. On veut que des signes dans le ciel annoncent la chute ou les révolutions des empires. Cependant, que de croisades entreprises ou suspendues, de révolutions exécutées ou prévenues, de guerres allumées ou éteintes par les intrigues d'un prêtre, d'une femme ou d'un ministre. C'est faute de mémoire ou d'anecdotes secrètes qu'on ne retrouve pas partout le gant de la duchesse de Marlborough. Qu'on applique aux simples citoyens ce que je dis des empires. L'on voit pareillement que leur élévation ou leur abaissement, leur bonheur ou leur malheur, sont le produit d'un certain concours de circonstances et d'une infinité de hasards imprévus et stériles en apparence. Je compare les petits accidents qui préparent les grands événements de notre vie à la partie chevelue d'une racine qui, s'insinuant insensiblement dans les fentes d'un rocher, y grossit pour le faire un jour éclater. Le hasard a et aura donc toujours part à notre éducation et surtout à celle des hommes de génie. On veut en augmenter le nombre dans une nation, qu'on observe les moyens dont se sert le hasard pour inspirer aux hommes les désirs de s'illustrer. Cette observation faite, qu'on les place à dessein et fréquemment dans les mêmes positions, où le hasard les place rarement, c'est le seul moyen de les multiplier. L'éducation morale de l'homme est maintenant presque en entier abandonnée au hasard. Pour la perfectionner, il faudrait en diriger le plan relativement à l'utilité publique, la fonder sur des principes simples et invariables. C'est l'unique manière de diminuer l'influence que le hasard a sur elle et de lever les contradictions qui se trouvent et doivent nécessairement se trouver entre tous les divers préceptes de l'éducation actuelle.